Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'initiation au logiciel Inkscape où nous allons voir ensemble les bases du dessin vectoriel. Alors, la première fois que vous lancez le logiciel après son installation, il va s'ouvrir directement sur cette fenêtre de bienvenue où vous allez pouvoir modifier l'apparence du logiciel. Ces modifications sont avant tout esthétiques ou pour un meilleur confort visuel, elles ne vont pas changer la position des barres d'outils et des menus. Ici, je vous déconseille de modifier ces options tant que vous n'êtes pas à l'aise avec le logiciel. Par contre, vous pouvez modifier l'apparence des icônes, donc celles-ci sont les icônes par défaut dans le logiciel. Vous pouvez choisir quelque chose de plus sobre ou au contraire de plus coloré. Moi, je vais garder celle par défaut. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également passer le logiciel en mode sombre en cliquant sur le petit switch. Si vous avez fait des modifications, vous pouvez cliquer sur Enregistrer. On nous amène directement au second onglet dont on ne va pas s'occuper ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce dernier onglet où on va retrouver les fichiers récents et des formats par défaut pour des nouveaux documents. Alors, dans la liste des fichiers récents, vous retrouverez les derniers fichiers que vous avez créés ou modifiés avec Inkscape. Donc ici, moi, ma liste est encore vide, comme c'est la première fois que je lance le logiciel. Et vous retrouvez des formats de zone de travail par défaut, qui correspondent à des formats pour l'impression, donc par exemple des formats A4 pour les formats européens, ou des formats américains en inch. Vous avez également différents formats pour l'écran, pour la vidéo, les réseaux sociaux. Donc, on va sélectionner un format A4 en millimètres. Je clique dessus et le logiciel s'ouvre en m'ayant créé ma zone de travail avec mon format A4 délimité par ce cadre noir. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet avec Inkscape, on va d'abord faire un petit rappel de ce qu'est le dessin vectoriel. Alors, pour mon exemple, j'ai ouvert un petit colibri que j'ai trouvé sur internet, qui est en fichier SVG, donc c'est un fichier de format vectoriel, et on peut voir que mon colibri est en fait composé de différentes formes, de différentes couleurs, qui vont se superposer. Voilà, donc par exemple ici, pour l'œil, c'est un cercle blanc sur un cercle noir, ou gris foncé. Si je reviens en arrière, je peux voir mon colibri dans son entièreté, et si je vais dans Objet, je peux voir que ces différentes formes sont regroupées les unes au-dessus des autres, un petit peu comme si c'était des calques transparents avec des taches de couleur qui se superposaient pour former mon oiseau. Alors, le format vectoriel a ça de particulier, on peut zoomer autant de fois qu'on veut dedans, on ne perdra jamais de qualité. Voilà, et on n'aura jamais aucun pixel qui apparaîtra. Comme exemple, j'ai exporté cet oiseau en format PNG, qui est un format d'image bitmap, donc en pixels, et on va voir ce que ça donne. Je l'ouvre, voilà mon colibri, et si je zoome dedans, on peut voir là mes pixels apparaître et un crénelage se faire sur tout le pourtour. Donc voilà, c'est vraiment ça la différence entre le bitmap et le vectoriel. Le bitmap, c'est en pixels, donc il y a une perte de qualité, et le format vectoriel, lui, est un format informatique qui va être composé de différentes zones et qu'on va pouvoir travailler et agrandir à l'infini. Maintenant que mon logiciel est ouvert, on peut voir rapidement l'interface. Alors pour ceux qui utilisent pour la première fois un logiciel de graphisme ou qui n'ont même jamais utilisé d'autres logiciels comme des logiciels de broderie ou Canva Workspace, vous pouvez peut-être être un petit peu perdu avec le nombre de barres d'outils et d'icônes, mais pas de problème, on va travailler ça ensemble à notre rythme. On va d'abord faire un tout petit tour d'interface pour dégrossir le travail. En haut de votre écran, vous retrouvez un menu classique que vous retrouvez sur des logiciels tels que Word ou Excel, avec les onglets Fichiers et Éditions qui sont bien connus, ainsi que l'onglet d'aide si vous en avez besoin.
Vous avez également d'autres onglets qui sont spécifiques à Inkspace. Vous avez ensuite juste en dessous une barre avec plusieurs raccourcis. Vous avez par exemple des raccourcis pour créer de nouveaux documents, enregistrer votre travail, imprimer votre travail, importer ou exporter des fichiers, pouvoir copier et coller, et d'autres que nous verrons un petit peu plus tard. En dessous de cette barre de raccourcis, vous avez une barre d'outils contextuels, sur laquelle nous allons bientôt revenir. Sur le côté de votre écran, vous avez une barre d'outils de création, où vous retrouvez les outils que vous allez utiliser le plus fréquemment dans la création, donc par exemple les formes de base, les dessins d'outils à main levée et de dessins vectoriels, les outils texte ou encore des outils de couleurs. En bas de votre écran, vous retrouvez une sélection rapide pour des couleurs. Vous pouvez naviguer dedans en utilisant le petit curseur de gauche à droite. Vous avez ensuite juste en dessous une barre d'outils d'information. Et enfin, une barre d'outils d'aide au placement que nous verrons un petit peu plus tard. Maintenant qu'on a rapidement vu l'interface du logiciel, on va commencer par la création de forme. Alors, la création de forme se trouve dans la barre d'outils située sur le côté, où on retrouve tous nos outils de dessin et de création, et vous avez la création de carrés et de rectangles, la création de cercles, d'ellipses et d'arcs, des polygones et des étoiles, et enfin les deux derniers que nous n'utiliserons pas ici, les boîtes 3D et les spirales. Alors, je vais commencer par la création de carrés. Vous sélectionnez votre icône, elle est maintenant en grisé. Vous allez dans votre zone de travail, vous pouvez même en dépasser, ça c'est pas un problème. Vous cliquez, vous maintenez, vous glissez à la forme que vous voulez et vous relâchez. Je recommence. Voilà. Et vous pouvez faire autant de formes que vous le souhaitez. Alors, on peut voir qu'autour de ma forme, il y a un petit liseré en pointillé qui est apparu. Ça indique que c'est ma forme qui est sélectionnée, c'est la forme active sur laquelle je suis en train de travailler. Donc, je peux voir dans ma barre ici au-dessus, ma barre contextuelle, que j'ai des informations qui sont affichées. J'ai la largeur, la hauteur et des rayons qu'on verra après. Alors, pour ma largeur et ma hauteur, ça va me permettre de modifier directement de manière précise les dimensions de mon carré ou de mon rectangle. Donc ici, on voit qu'à main levée, mon carré n'est pas un carré parfait. Je vais simplement changer ça en entrant les valeurs dans les cases. Et je peux voir que mon carré est maintenant à une dimension de 80 mm sur 80 mm. Alors, je peux également faire ça pour des éléments que j'ai déjà tracés. Il suffit simplement de recliquer dessus. Mon cadre de sélection est actif. Je vais modifier ça en 150 mm par 50 mm. Lorsque je clique en dehors d'un de mes carrés, ils sont tous désélectionnés. Pour les resélectionner, je n'ai qu'à cliquer dessus, toujours en ayant mon carré sélectionné. Alors, pour supprimer ce que j'ai fait, on peut soit faire des retours arrière, ça va annuler les modifications que j'ai appliquées sur mon dessin, soit pour aller plus vite, je peux faire sélection, clic droit, supprimer, ou je peux aussi sélectionner et appuyer sur la touche Delete de mon clavier. Les deux dernières valeurs sur mon menu contextuel, lorsque je crée un carré ou un rectangle, vont me permettre de créer des angles arrondis. Alors pour ça, je vais rentrer une valeur. Ici, je vais prendre 25 mm et je vais faire Enter pour appliquer ma modification. On peut voir que mes angles de mon carré se sont arrondis. Alors, à quoi correspondent les 25 mm ? C'est le point de départ de la courbe pour le tracé de l'angle. Donc ici, je peux voir que mon carré que j'ai créé de 100 sur 100, si je regarde la mesure au-dessus, on voit bien que l'angle de ma courbe part de 25 mm. Idem sur le côté vertical, on peut voir qu'elle part à partir de 25 mm.
Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez modifier les deux angles indépendamment. Donc si je rentre la valeur 50 dans l'axe vertical et que je fais Enter, on peut voir que le point de départ de mon arrondi à la verticale part effectivement de 50 mm pour arriver à 25 sur l'axe horizontal. Voilà. Ensuite, vous jouez avec, vous testez un petit peu. Si vous voulez retrouver un angle parfait, vous cliquez pour avoir les deux mêmes valeurs dans les deux rayons et vous retrouvez votre angle parfait. Et comme d'habitude, si vous voulez retrouver vos angles pointus, vous appuyez simplement sur l'icône et on retrouve notre angle droit sur notre carré. Je passe maintenant aux cercles et aux ellipses. Je clique sur mon cercle et mes ellipses et je fais la même chose que pour les carrés et les rectangles. Je clique, je maintiens et je glisse. Voilà. On peut voir que comme pour le rectangle et les carrés, il y a une barre d'information ici au-dessus où je peux changer la valeur de mes rayons. Je peux donc entrer pour faire un cercle parfait, les valeurs de 50 et 50, et j'ai maintenant mon cercle qui a été modifié pour un cercle parfait. Pour mon ellipse, c'est la même chose, je sélectionne, j'entre des valeurs, par exemple 35 sur 75 mm, et j'ai mon ellipse qui est modifiée directement. Alors, petit rappel, lorsque vous tracez une ellipse, c'est que contrairement au carré, lorsque vous le tracez, vous tracez avec les valeurs des rayons. Donc, si je veux tracer un cercle qui fera au total 10 sur 10 cm, si je l'inclus dans un carré, je vais devoir entrer une valeur de rayon de 50 sur 50. Voilà, ça c'était juste un petit rappel lorsque vous construisez vos ronds pour qu'ils soient au format que vous désirez. Donc, les autres options dans la barre contextuelle, qui sont ici encore en grisé, vont vous permettre de tracer des arcs de cercle. Alors, on va voir très vite comment ça fonctionne. Ici, j'ai mon cercle qui est tracé, et je vais appuyer sur plus. Et on peut voir qu'à chaque fois, il m'ajoute 1 degré pour reculer et ouvrir ma forme. Donc par exemple, ici, je peux aller jusqu'à 90 degrés, en entrant la valeur moi-même dans la case. Je peux ajouter 150, il va m'ouvrir donc à 150 degrés, et la seconde case me permet de travailler sur l'autre angle, donc comme on peut le voir ici, agrandir, rétrécir, et on a notre arc qui va se composer. Alors, pour montrer un petit peu mieux, parce qu'ici ma forme est en remplissage de couleurs, je vais aller dans ma fonction de remplissage de couleurs, qui est le raccourci ici. Je clique une fois, et j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Ici, je suis dans le fond de ma forme, donc ça c'est la couleur de remplissage de la forme. Je vais faire pas de remplissage, et je vais aller dans contour, contour en aplat. Et on peut voir que j'ai effectivement mon arc qui est formé. Donc je peux toujours modifier les valeurs, comme ça c'est un peu plus représentatif. Voilà. Et j'ai des fonctions ici qui vont me permettre de faire des formes ouvertes ou des arcs de cercle fermés. Donc ici, ça me permet de tracer un camembert, comme ils appellent ça. C'est une forme qui est fermée entre deux rayons. Je peux faire une transformation en arc, donc qui est une forme non fermée. Et si je modifie mes valeurs, donc que je les remets à 0 et à 90, on peut voir que mon ouverture s'est faite sur un côté. Et je peux faire une forme fermée à partir du bord de mes rayons. Voilà. Donc là, je vous invite à modifier et à faire des essais pour savoir ce que vous voulez exactement. Si j'entre la valeur de 120 degrés, de 180 degrés, pardon, j'arrive à un dôme parfait et ainsi de suite.
Lorsque vous voulez annuler, vous cliquez simplement sur Transformer en ellipse pleine et toutes vos modifications sont remises à 0. Alors, pour ceux qui sont à l'aise avec les raccourcis clavier, on va voir une petite fonction qui va vous permettre d'être plus précis lorsque vous tracez vos formes de base. Alors, je resélectionne mon outil de carré, je clique et je glisse, et je ne vais pas encore relâcher. On peut voir dans le bas de mon écran que j'ai la fonction rectangle qui est activée, et on peut voir que les valeurs du rectangle que je suis en train de tracer se modifient au fur et à mesure que je déplace ma souris dans mon écran. On peut voir également deux fonctions. Contrôle pour forcer un rectangle carré de ratio entier ou au ratio du nombre d'or, et fonction pour dessiner autour d'un point de départ. Alors, ce sont des fonctions où je vais utiliser mon clavier. Donc si j'appuie sur la touche CTRL en traçant, et que je trace mon carré en oblique, mon carré reste un carré parfait au ratio 1:1, il y est contraint. Si je déplace ma souris, on peut voir que mon ratio change pour un ratio de rectangle au ratio 3:1 par exemple, au ratio 1:2, et ainsi de suite. Je vous invite à tester un petit peu vous-même pour voir ce que ça fait et vous habituer à l'utiliser pour un tracé plus précis. Alors, j'annule ce que j'ai fait et je passe à la fonction majuscule. Lorsque je trace un carré, je vais me servir de l'angle de ma zone de travail comme repère. Ça peut être un autre élément dans la page, ça peut être une autre forme, ça peut être un point de repère que vous déciderez vous-même plus tard, mais moi ici ça va être ce point de repère-là. Je place ma petite flèche de tracé, je clique et je glisse. Et on peut voir que l'angle de mon carré ou de mon rectangle se fait à partir de là. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être que le centre de mon carré soit à cet endroit-là. Donc je vais pouvoir cliquer sur mon centre, j'appuie sur ma touche majuscule, et mon carré ou mon rectangle vont être tracés avec le centre sur ce repère. Alors, je remonte un peu dans la page, je fais CTRL Z pour annuler, et je recommence en maintenant la touche majuscule et CTRL. Et je peux voir que mes deux fonctions peuvent être combinées. Donc là, j'ai ma fonction tracée à partir du point de départ, donc mon repère est le centre de mon carré, et je le maintiens au ratio 1:1. Je relâche, et mon carré est placé plus spécifiquement, plus précisément. Cette fonction, on la retrouve également avec le rond. Vous tracez simplement votre rond, vous maintenez la touche majuscule et la touche CTRL et vous retrouvez cette fonction de tracé amélioré. Je sélectionne mon outil de polygone et d'étoile et je peux voir que mon menu contextuel a légèrement changé. Vous avez la création de polygones réguliers ou la création d'étoiles. Ici, je vais commencer par les polygones. Vous rentrez le nombre de sommets que vous souhaitez. Ici, j'ai mis 3 pour créer un triangle. Je clique, je glisse et je trace. Si je veux modifier le nombre de sommets, je garde mon objet sélectionné et je change la valeur de mon objet. J'ai maintenant ma forme qui a été modifiée. Si je veux tracer une autre forme, je dois la désélectionner en cliquant en dehors de ma forme dans ma zone de travail et je vais changer le nombre de sommets. Donc ici je vais retracer un triangle, je clique, je glisse et ma forme est créée. Alors on peut voir que lorsqu'on crée une forme, celle-ci bouge assez fort, donc elle n'est pas très précise. Je vais faire comme avec mes carrés et mes ronds. Je peux voir en bas de mon écran CTRL tourner par incrément. Si j'appuie sur ma touche CTRL, mon triangle va maintenant faire une rotation par 15 degrés, ce qui va me permettre de créer quelque chose de plus géométrique et de mieux placé. Maintenant, on va passer à la fonction d'étoile. Je sélectionne bien mon étoile et je clique et je glisse.
Alors, on peut voir ici que mon étoile n'est pas une étoile, c'est simplement parce que le ratio des rayons est modifié. Alors, ça peut être de base dans le logiciel, je ne sais pas toujours quand il s'ouvre sur quoi il est paramétré, mais pour changer, pour avoir une étoile, vous allez modifier le ratio des rayons. Ça va permettre d'avoir une étoile plus fine, avec des pointes beaucoup plus aiguës, ou vous allez avoir quelque chose de plus obtus. Ça va être à vous de jouer et de chipoter pour voir ce qui vous convient le mieux. Alors l'arrondi va permettre d'avoir un arrondi sur les angles. Voilà, tout simplement. Si vous allez dans le négatif, ça va créer des petits artefacts, je vous déconseille de le faire si vous ne maîtrisez pas bien le logiciel. Donc là, on voit que des petites zones se sont créées autour de mon étoile. Pour revenir aux paramètres par défaut, vous mettez sur 0, vous entrez en cliquant sur Enter, et votre étoile n'a plus d'arrondi. Et la fonction hasard permet de modifier la forme de manière aléatoire. Là, c'est plus pour le jeu, vous pouvez tester, mais vous n'allez pas beaucoup vous en servir. Voilà. Pour revenir aux paramètres par défaut, vous mettez 0 comme valeur, vous cliquez sur Enter avec le clavier, et votre étoile revient à sa forme de base. Vous pouvez augmenter le nombre de sommets, et je vous invite vraiment à faire des essais et à jouer avec le nombre de sommets, le ratio des rayons et les arrondis pour obtenir de nouvelles formes. On va maintenant aborder comment modifier la couleur de nos éléments. Alors pour ça je vais faire une petite démonstration. Jusqu'à maintenant j'avais tracé des éléments assez distincts et toujours bien séparés avec des écarts, mais on va commencer à travailler avec beaucoup plus d'éléments dans notre page, ce qui fait que si on garde la même couleur, on ne va plus les distinguer. Donc par exemple, ici je trace un second rectangle sur le premier, et on peut voir que j'ai bien mon cadre de sélection. Si je désélectionne tout, les deux rectangles se fondent l'un dans l'autre. Alors, pour modifier rapidement la couleur d'un élément, je le sélectionne, et je vais dans la barre de défilement de couleurs ici en dessous, pour sélectionner une couleur de contraste ou une couleur simplement légèrement différente, comme ça je distingue mes deux formes bien séparément l'une de l'autre. Et je peux voir, si j'utilise ma flèche de sélection et déplacement, que mes formes sont bien indépendantes l'une de l'autre. Voilà. La seconde manière de modifier la couleur d'un élément va être de passer par l'édition de couleur de l'objet. Alors le raccourci se trouve dans la barre d'outils du dessus, vous cliquez sur le raccourci, et vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Vous avez un onglet pour la couleur de fond, la couleur de contour et le style de contour. On va commencer par la couleur de fond. Vous avez plusieurs types de remplissage de votre forme, et vous avez plusieurs modes de couleur. On va rapidement commencer par les modes de couleur qui sont les mêmes pour le contour et pour le fond. On a le RGB, le TSL qui est sans doute celui que vous voyez le plus souvent et qui est sans doute le plus facile aussi. Vous sélectionnez une teinte, vous sélectionnez la saturation, donc si elle est plus saturée, on a une couleur plus vive, si elle est moins saturée, on va vers le gris. Et vous sélectionnez une luminosité qui va vous permettre d'aller vers le foncé ou vers le clair. Voilà. Et vous avez un dernier onglet pour l'opacité. À 100%, l'opacité est pleine. Si vous descendez, l'opacité diminue, donc mon objet devient de plus en plus transparent. Alors, je déplace rapidement mon objet pour avoir l'effet. Voilà, comme ça on voit bien ce que ça donne. Généralement, pour la broderie et pour le scan and cut, vous n'en aurez pas besoin, mais si vous voulez vous essayer un petit peu au dessin vectoriel, vous pouvez utiliser la fonction. On retrouve des modes comme le TSV, qui est semblable au TSL. On a le CMJN, qui est généralement pour l'impression, et la roue chromatique, que vous pouvez connaître aussi, qui est aussi assez intuitive. Vous sélectionnez une teinte, et puis vous avez les dégradés de cette teinte qui sont dans le triangle au centre de la roue chromatique. On retrouve également l'opacité dans la barre ici en dessous.
Voilà. On va maintenant passer au mode de remplissage. Alors, le mode de remplissage de ma forme ici est un aplat. Donc, on peut voir lorsque je laisse ma souris dessus que je suis bien en mode aplat. On peut également travailler avec des dégradés. Là, on va partir avec un dégradé linéaire qui va vers la transparence. On peut également modifier ces dégradés, mais ça, nous ne le verrons pas ici. On a le dégradé radial, et puis il y a d'autres modes de dégradé que je vous invite à découvrir par vous-même. Voilà. On a enfin le pas de remplissage. Et ce pas de remplissage va me permettre d'avoir une forme qui est vide. Alors, elle existe toujours, comme on peut le voir avec le cadre de sélection, mais comme il n'y a aucune donnée de couleur, elle est transparente. Si j'applique un contour, ici on est en mode pas de remplissage, je vais appliquer un contour en aplat. On peut voir que j'ai un contour qui est créé automatiquement en noir, et je vais pouvoir, comme pour le remplissage de fond, modifier la couleur. Je peux passer sur un rouge, un vert, un bleu, comme je veux. Alors, on va passer maintenant au dernier onglet de notre fenêtre, c'est le style du contour. Via différents paramètres, vous allez pouvoir modifier l'apparence de contour de votre objet. Alors, pour mon exemple, j'ai tracé deux carrés, un bleu et un orange, tous les deux de 100 sur 100 mm. Je vais prendre un nouvel outil qui est ma flèche de sélection, c'est la flèche noire qui est ici en haut de votre barre d'outils. Vous cliquez dessus et une nouvelle barre apparaît ici en haut de votre écran. Dans cette barre, vous allez retrouver la position sur l'axe XY de votre objet et vous allez retrouver également sa largeur et sa hauteur. On peut voir que la largeur et la hauteur sont bien de 100 sur 100. Je vais appliquer un contour en allant pour ça dans l'onglet Contour et je clique sur Aplat. Un contour, c'est automatiquement ajouté à mon objet. Et on peut voir que la largeur et la hauteur de mon objet ont été modifiées. Alors, je reviens dans Style du contour et je vais aller dans ma première ligne Épaisseur. On peut voir que mon objet a été modifié parce que j'ai ajouté un contour, une épaisseur de contour. Si je mets par exemple un contour de 10 mm, j'ai directement mon contour qui change à l'écran et j'ai aussi la taille de mon objet qui est modifiée. Alors on va expliquer ça très simplement. Je vais utiliser mon carré bleu, je vais le superposer en le centrant à mon objet orange et je vais supprimer le fond. On peut voir que le cadre de sélection de mon objet bleu est positionné à cheval sur le contour de mon objet orange. En fait, lorsque Inkscape crée un contour à un objet, il se sert du bord de votre objet pour créer le contour à cheval dessus. Donc maintenant, pour un contour de 10 mm, j'ai 5 mm d'un côté de mon bord, 5 mm à l'intérieur de mon objet. Alors, je retourne sur mon objet précédent. Voilà, je remets mon carré bleu à côté. Et je reviens dans Style de contour. Maintenant qu'on a vu l'épaisseur et que vous savez que l'épaisseur varie en fonction, varie la taille de la forme, on va aller dans le style de pointillé. Alors le style de pointillé, de base, on a une ligne pleine pour faire le contour de notre objet. Je vais d'ailleurs repasser un contour un peu moins épais pour mon exemple. Vous avez ensuite la possibilité de modifier l'apparence de votre contour. Alors vous avez ici de base un trait plein. Si vous cliquez sur l'onglet, vous avez différents styles de pointillés qui peuvent être appliqués comme contour à votre objet. Vous avez ensuite, alors je vais reprendre quand même mon trait plein, vous avez ensuite des marqueurs. Alors le carré est composé de différents nœuds. On les verra dans le chapitre suivant. Ces marqueurs se positionnent ici
pour le premier onglet sur le premier nœud, qui se trouve ici dans mon carré. Vous pouvez en positionner sur les nœuds entre le premier et le dernier, donc tous ceux qui sont compris après. Je vais en choisir un différent. Et vous pouvez tracer sur le dernier nœud une flèche. Voilà, là ça va être à vous de tester un petit peu et de voir ce qui est réalisable en fonction de vos besoins. Ensuite, nous avons les raccords qui vont changer l'apparence des angles. Donc vous aurez un angle arrondi, un angle biseauté ou un angle droit. Et vous avez différentes terminaisons que là, on va voir ensemble. Ça va être la terminaison de vos tirets. Donc, par défaut, je vais zoomer un petit peu dans ma page. On peut voir que mes tirets sont en fait faits avec un bord droit, comme des petits rectangles. Si je modifie l'apparence de la terminaison, je vais pouvoir faire une terminaison arrondie et on peut voir que mes rectangles sont maintenant avec un bord arrondi. À vous de tester un petit peu avec les styles de pointillés existants et voir ce qui convient le mieux à votre travail.